Donc on va commencer, écoutez, en tous les cas. Merci d'être là, vous avez raison, c'était la session où il faut être parce qu'il ne fait pas encore trop chaud. On va essayer de survivre. Ce qu'on peut dire, c'est que là, on va débattre d'un sujet un peu compliqué et en même temps tellement lié à ce que nous vivons aujourd'hui. On va parler de capital, on va parler de travail, on va parler de progrès, parce que le progrès peut justement peut-être modifier cette répartition entre le capital et le travail. On sait que c'est un sujet qui préoccupe en tous les cas nos citoyens. Et puis, il y a la question de la productivité. Ça, c'est un sujet aussi très cher à Patrick Artus. Je vous propose rapidement Patrick Artus, évidemment, vous le connaissez très bien. Esther Duflo qui nous a rejoint. Bonjour Esther, donc prix Nobel d'économie. C'est notre prix Nobel, donc on est content de l'avoir avec nous. À ses côtés, c'est vraiment le personnage clé du FMI, c'est Pierre-Olivier Gourinchas, qui est le chef économiste de l'institution. Ensuite, c'est Jean-Pierre Clamadieu, les deux industriels qui sont là peut-être pour nous ramener à ce choc des réalités. Peut-être on n'espère pas trop, mais en même temps, ils sont confrontés à des sujets importants. Jean-Pierre Clamadieu, qui est le président du conseil d'administration de Engie, et Florent Ménégo, qui est le président de Michelin. On voit bien que dans ces deux secteurs, il se passe beaucoup de choses. Justement, peut-être juste avant de lancer cette table ronde, je voulais faire un petit tour de piste rapidement pour voir un peu comment dans quel climat vous êtes, votre entreprise. Est-ce que vous êtes un peu inquiet? Moi, je trouve, ici, en passant juste quelques heures, je trouve que le climat est un peu différent des autres années et un sentiment d'inquiétude. Je vais peut-être commencer par mon voisin, Florent Ménégo. Vous partagez ce sentiment? Il y a du plus et du moins. Le plus, c'est qu'il y a un progrès technologique majeur qui bouleverse finalement les perspectives et la capacité d'innover. Et de l'autre, il y a un environnement géopolitique qui n'est pas du tout propice au développement économique. Et puis, il y a une situation française qui est aussi un peu préoccupante, parce que derrière, on a une forme d'immobilisme qui n'est pas du tout adaptée aux circonstances actuelles. Oui, je pense qu'on y reviendra largement. Jean-Pierre Clamadieu. Pardon, oui. Moi, j'allais vous proposer juste un petit tour du monde en 3 étapes, mais très rapide. États-Unis, très forte incertitude, en particulier dans nos métiers. Il y avait une machine à investir dans la transition énergétique et en particulier le développement de renouvelables qui fonctionnait très bien. L'arrivée de l'administration de Trump a remis en question un certain nombre de choses, fait apparaître des incertitudes majeures, les droits de douane, le rule of law. On voit un pays dans lequel vous avez un permis un jour, le lendemain on peut vous l'enlever. Tout ceci crée une forme d'incertitude qui, dans nos activités, n'est pas du tout favorable à l'investissement. Et d'ailleurs, Engie va être extrêmement prudent dans ce qu'il fait aux États-Unis. L'Europe, plutôt favorable. Nous, on est convaincus que l'Europe est bien, sur mon sujet, est bien sur la trajectoire des 55% de réduction d'émissions à l'horizon 2030. Le levier essentiel, c'est le verdissement de la production d'électricité. 47% de l'électricité produite en Europe l'an dernier l'était à partir de sources renouvelables. On sera à 60% en 2030 et les projets sont déjà là. Donc cette trajectoire elle est assurée. Beaucoup plus d'interrogations sur la suite de la trajectoire 2040, 2050. Là, il nous semble qu'il y a des briques qui ne sont pas en place. Et puis, dernière étape, parce que je crois qu'elle est importante, la Chine. Et là, la dynamique de transition énergétique est très forte. La moitié des capacités de renouvelables qui ont été connectées l'an dernier dans le monde l'ont été en Chine. La Chine a passé le pic d'émissions de CO2, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion entre la croissance économique et les émissions de CO2. Elle a surtout su faire de la transition énergétique un élément essentiel de sa politique industrielle, y compris dans ses aspects, j'allais dire, agressifs. On le voit dans le secteur automobile en Europe. Donc très contrasté. J'ose à peine parler de la France, où là, il y a de faux débats sur le renouvelable qu'on a encore entendu ces derniers jours. Nous avons besoin en France de développer toutes les sources d'énergie décarbonée. Nucléaire, bien sûr, c'est une évidence. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec Bruno Retailleau, mais c'est un autre débat. Pierre-Olivier Gourinchas, vous au FMI, comment vous regardez ça? Rapidement, s'il vous plaît. Oui. Oui, très rapidement, par rapport à nos dernières projections étaient en avril, donc juste après le choc des tarifs douaniers imposés par l'administration américaine. Et à ce moment-là, on était évidemment très inquiets. Le reste du monde était très inquiet aussi sur ce qui allait se passer. Je pense que ce qu'on voit actuellement, c'est qu'en fait, on a des tarifs qui sont quand même bien plus bas que ce qui était prévu en avril.
Donc de ce point de vue-là, le choc n'est peut-être pas aussi important. Ça se voit dans les chiffres de croissance américains qui vont rester assez forts. Ça se voit aussi, alors il y a un deuxième développement qui est nouveau, c'est ce qui s'est passé sur les marchés de change, où le dollar s'est beaucoup déprécié, et avec le dollar, la devise chinoise. Donc les États-Unis et la Chine bénéficient de cette dépréciation de leur monnaie, et ça vient les aider à croître un peu plus rapidement. Évidemment, de l'autre côté, des pays comme les pays de la zone euro ou le reste du monde, eux, font face à une monnaie qui est devenue un petit peu plus chère. Donc on a une évolution contrastée, je dirais, dans un climat qui reste un climat extrêmement incertain. Oui. Juste un point pour tout vous dire, j'ai reçu sur mon plateau Pierre-Olivier Grinchas. Évidemment, je lui ai posé la question de savoir si la France pouvait être mise sous tutelle du FMI. Or, aujourd'hui, il y a un comité interministériel sur le budget. Et puis, le 15 juillet, on le sait maintenant, François Bayrou doit proposer le budget. Qu'est-ce que vous en attendez? Et est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ce n'est pas pour tout de suite la tutelle du FMI en France? C'est certainement pas pour tout de suite. Ma réponse n'a pas changé par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, Edwige. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Il est absolument nécessaire d'avoir une correction de la trajectoire budgétaire. C'est absolument indispensable. Les lois de la gravité, la France n'en est pas dispensée. Donc il va falloir s'adapter. On n'est pas capable de voler. Il va falloir prévoir l'atterrissage. Il faut prévoir l'atterrissage et donc il faut faire des économies. Esther Duflo, vous, comment est-ce que vous voyez? Vous avez beaucoup travaillé notamment, évidemment, sur les pays en développement. Comment est-ce que vous percevez ces pays dont on ne parle absolument plus? Je dirais depuis la crise du Covid, il n'y a pas vraiment eu de... C'était crise après crise pour les pays en développement, puisque ouais. Il n'y a pas eu la possibilité pour les pays en développement de dépenses des mesures fiscales de soutien qu'il y a eu soit aux États-Unis, soit en Europe. Donc pendant que les pays riches dépensaient à peu près un quart de leur PIB en mesure de soutien fiscal, les pays pauvres ont dépensé 2% de leur PIB, qui est un PIB beaucoup plus faible. Du coup, le rattrapage après la crise du Covid a été beaucoup plus lent, en fait, n'a pas eu lieu. Puis ensuite, on a eu l'inflation, l'augmentation des prix alimentaires qui sont très importants dans les pays pauvres, et enfin la crise de la dette dans laquelle on est encore complètement plongé. Donc alors qu'on était dans une dynamique plutôt extrêmement positive en fait dans les pays pauvres jusqu'au Covid, depuis le Covid, c'est comme un camion qui recule, puis qui avance, puis qui recule, qui avance, puis qui recule. Et évidemment, le démantèlement de l'USAID, la diminution presque par deux des budgets d'aide dans les pays européens également, et les menaces sur le commerce ne nous donnent pas un pronostic très favorable. Oui, même plutôt inquiétant. Patrick Artus, un mot, et après, justement, on va parler de productivité, on va quand même parler du sujet de cette table ronde. Merci en tous les cas. Oui, alors, moi je crois que les inquiétudes sont assez claires. Les droits de douane, même s'ils sont moins élevés que ce qui avait été prévu, font rentrer un certain nombre de pays en récession. Le Canada, presque le Mexique, et donc il y a vraiment un effet très négatif sur les gros partenaires commerciaux des États-Unis, et la façon dont l'Europe sera traitée est encore incertaine, parce que je vois mal l'Europe reculer sur ses règles sanitaires ou ses règles environnementales sur la demande de l'administration Trump. Et puis la seconde inquiétude, c'est l'inquiétude sur les taux d'endettement public. Et ça, aux États-Unis, en France, en Allemagne maintenant, au Japon. Et cette inquiétude peut faire monter beaucoup les taux d'intérêt. Alors, je ne crois pas, comme Pierre-Olivier, à une intervention rapide du FMI, mais je crois que nous n'échapperons pas à des politiques extrêmement restrictives, budgétaires, parce que les taux d'intérêt ne permettront plus d'avoir les dépenses publiques qu'on avait auparavant. Oui, ça va être compliqué. Pourquoi est-ce que cette productivité, la productivité qui était un peu... J'ai un micro qui bouge, pardon. Pourquoi cette productivité, elle ralentit partout, et notamment en France. Or, on disait que si à la limite le nombre d'heures travaillées était plus bas en France que dans les autres pays, ce n'était pas grave parce qu'on avait une très bonne productivité. Or, ce n'est plus le cas, et depuis quand même quelques années. Oui, alors il ne faut pas confondre le niveau de la productivité et la croissance de la productivité. La France a encore un niveau de productivité élevé. Alors,
Bon, on sait bien sûr que les États-Unis ont des gains de productivité durablement plus forts que l'Europe. C'est le point de départ du rapport Draghi, du rapport Letta, d'essayer d'éclaircir cet écart des gains de productivité entre les États-Unis et l'Europe. Alors, il y a des causes pays par pays. Par exemple, en France, on a dit que le développement de l'apprentissage était mauvais pour la productivité. Donc, je passe sur les causes spécifiques. Les causes globales du ralentissement de la productivité en Europe, qui coupent pratiquement 2 points de croissance en Europe par rapport aux États-Unis chaque année. Donc c'est absolument considérable. Et la productivité dans l'ensemble de l'Europe stagne depuis 2017. Donc ce n'est pas un effet Covid, c'est antérieur au Covid. Alors les causes sont multiples. Il y a une responsabilité des salariés. Il y a une très forte hausse de l'absentéisme des salariés dans les entreprises, qui évidemment fait chuter la productivité. 2, il y a une responsabilité des entreprises. Les entreprises européennes font très peu de dépenses de recherche-développement par rapport aux entreprises américaines. C'est pratiquement 1 à 2. Et il y a une corrélation très forte quand on regarde les faits entre le niveau des dépenses de recherche-développement et des gains de productivité. 3, il y a le sous-dimensionnement du secteur technologique en Europe. Le secteur technologique est 2 fois plus petit qu'aux États-Unis. Alors il y a plein de causes, mais une cause essentielle, c'est la faible intensité des liens entre la recherche publique et la recherche d'entreprise en Europe. Il y a pas mal de travaux académiques qui montrent que la recherche fondamentale européenne est au moins de si bonne qualité que la recherche fondamentale américaine, mais que le développement des produits se fait aux États-Unis. Et puis, donc, première cause. Deuxième cause, le sous-développement de l'industrie du capital risque. Il y a eu 22 milliards d'euros de levée en capital risque. Je ne parle pas de l'ensemble du private equity, en capital risque spécifiquement en Europe l'année dernière. Il y a eu 250 milliards de dollars aux États-Unis. Et donc on sait que les patrons de start-up, quand ils viennent devenir licorne, quand ils veulent devenir licorne, vont se financer aux États-Unis. Donc toutes ces causes se cumulent. Et juste un mot pour qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de gains de productivité? Eh bien, on déclenche un conflit pour la répartition des revenus. Et ça, c'est assez clair en Europe. Si vous regardez les taux de marge des entreprises européennes, ils sont plus élevés aujourd'hui qu'en 2018. Si vous regardez le pouvoir d'achat des ménages européens, il a progressé de 11% entre 2018 et aujourd'hui. Et donc, le seul perdant de cette absence de productivité d'Europe, c'est les États. Et les États européens ont fait croître leur déficit public, et particulièrement la France. Et donc, on a des ménages qui se sont défendus, des entreprises qui se sont défendues, et ceci s'est fait au détriment des États. Et bien entendu, si on avait eu 2% de gains de productivité depuis 2018, la situation aurait pu être différente et on aurait pu avoir de la valeur à partager entre tous ces agents économiques. Oui, mais juste un mot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer les arrêts maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que d'abord il faut essayer d'avoir plus de croissance. Moi, je ne suis pas partisan de la politique de contraction des dépenses publiques. D'abord, si le problème de la France n'est pas d'avoir trop de dépenses publiques, c'est d'avoir pas assez de recettes fiscales. Parce que si on parle de la France, parce que si vous commencez à parler sur le dossier de la fiscalité, à mon avis, on va avoir quelques bruits dissonants. Edwige, laisse-moi finir ma phrase. Et pas assez de recettes fiscales parce qu'on n'a pas assez de personnes en emploi. Et c'est pas un phénomène français, c'est un phénomène français, espagnol. Ah ouf. Ouais. Et donc la première priorité, c'est d'accroître le taux d'emploi. Et donc il faut former les vieux, il faut réformer les systèmes éducatifs, il faut faire de la formation professionnelle pour les moins qualifiés. Merci, j'ai senti sinon un peu de tension sur ma droite, là, et tout d'un coup il se disait aïe, et j'étais prêt à vous répondre. Esther Duflo, vous, j'aimerais avec vous peut-être qu'on voit plus que la productivité, qui est peut-être pas votre sujet, c'est le progrès. Le progrès, il peut permettre beaucoup de choses. Il peut notamment permettre une meilleure répartition entre le capital et le travail. Il peut permettre aussi un transfert de richesse, enfin ce qui revient à peu près au même. Comment est-ce que vous voyez cette notion de progrès par rapport au capital versus le travail?
Peut-être en repartant de cette notion de productivité, d'abord, la productivité est très très difficile à mesurer, en particulier aujourd'hui. Parce qu'une partie de la productivité est mesurée par rapport de manière, disons, monétaire. Et donc une partie de la productivité traduit l'augmentation des marges. Qui peut correspondre à une valeur réelle qui est effectivement donnée aux gens qui achètent ces choses ou pas. Qui peut correspondre à... Et donc ce qu'on observe par exemple aux États-Unis, où donc on a une forte croissance, on a aussi une énorme croissance de la part du capital dans le PIB, et une énorme croissance, avec une diminution du coût de la part de la rémunération du travail, et une énorme croissance des inégalités, et une énorme croissance des marges. Il est possible que la productivité soit surestimée, il est possible qu'elle soit sous-estimée parce que des secteurs, et y compris la productivité en niveau et en croissance, parce que des secteurs qui n'ont pas de produits marchands, comme par exemple Facebook, ne sont pas directement dans le PIB. Donc on peut avoir une sous-estimation, on peut avoir une surestimation, surestimation parce que tout va en profit et en rente, sous-estimation parce qu'une certaine partie de la valeur n'est pas mesurée. Mais quand on regarde un secteur, par exemple, comme la santé, et c'est lié à cette question de progrès, où là, on voit assez bien ce qu'on veut obtenir. Des gens en bonne santé qui ne meurent pas. Du coup, là, les États-Unis deviennent beaucoup moins reluisants par rapport à l'Europe. Parce que, même si on s'arrête avant le Covid, l'espérance de vie aux États-Unis, elle ne s'améliore pas. L'espérance de vie, même des personnes d'âge moyen, baisse. Le niveau de santé n'augmente pas tant que ça, alors que les dépenses de santé explosent. Donc quand on regarde un secteur explicite comme celui de la santé, on peut se dire peut-être que finalement la comparaison n'est pas si claire entre les États-Unis et l'Europe. Et ça lie à cette notion de progrès, parce que aussi c'est qu'est-ce qu'on veut obtenir en fait. Quel est le but de l'économie? Le but de l'économie, c'est pas du PIB, le but de l'économie, c'est du bonheur ou du bien-être. Donc par exemple, quand on voit que les États-Unis n'arrivent pas à produire, malgré des dépenses qui explosent, n'arrivent pas à produire des gens en bonne santé, arrivent à produire des gens qui meurent de plus en plus jeunes, on voit qu'il y a quand même un problème fondamental dans l'organisation de la société. L'autre chose, c'est que dans la mesure où il y a une augmentation de la productivité, sur certains secteurs, c'est parfaitement clair. C'est comme l'a très bien dit Patrick Artus, en ce lien entre recherche fondamentale et recherche appliquée, et en particulier à cause d'un budget, de budget énorme en recherche depuis les années 1950, et une articulation secteur non marchand, secteur marchand qui est puissante, avec les universités, les hôpitaux, etc., qui a conduit à des progrès, pour le coup, très clairs, que ce soit le vaccin contre le Covid ou l'intelligence artificielle. Or, ce secteur-là, c'est justement celui que l'administration Trump aujourd'hui est en train d'essayer de faire disparaître. Pas seulement la recherche, mais l'ensemble du secteur non marchand. Et quand on voit dans la Big Beautiful Bill, c'est de dire on va réduire au maximum la taille les recettes fiscales, justement, en réduisant les impôts. En échange, on va faire le mieux possible pour réduire le secteur non marchand. Alors, il y a des bouts qu'on ne peut pas vraiment changer, comme l'armée, par exemple, pas en ce moment. Mais c'est quand même l'effort qui a été fait au maximum. On n'y arrive pas complètement, donc c'est pour ça qu'on va faire exploser les bénéfices. Mais on voit bien l'idéologie qui est derrière. C'est de dire, ce secteur non marchand, on va l'enlever. On va tout faire par le biais du capitalisme. Or, ce n'est pas ce qui a été le moteur de la croissance économique, ni aux États-Unis, ni en Europe, jusqu'à maintenant. Donc je pense qu'au-delà de la conjoncture, qui est effectivement très inquiétante, le futur pour les États-Unis est très troublant. Pas seulement parce qu'on va augmenter la dette, comme ils s'en inquiètent, mais parce qu'on est en train d'enlever la clé du moteur qui a permis aux États-Unis de croître. Alors où ça laisse l'Europe? Je pense que ça laisse quand même une opportunité très très importante à l'Europe de se dire on va essayer de se mettre dans cette étape, de la même manière que les États-Unis nous ont volé notre secteur de recherche après la guerre, on va maintenant le reprendre. Mais ça ne va pas se faire à coût de centaines de millions d'euros. Il va falloir beaucoup plus que ça. D'où la question. Je suis très contente de parler des recettes fiscales. On a vu que ça s'est passé aux États-Unis et en Europe grâce à un secteur de recherche publique fondamentale puissant.
et qu'une grosse partie de l'augmentation de la santé, etc., s'est fait dans les hôpitaux. Encore un autre secteur non marchand, qui passe par quoi? Qui passe par une fiscalité qui est énergique, qui est puissante, qui a suffisamment d'argent pour effectivement financer ces secteurs qui ont en vue le long terme. Et ça va effectivement devenir de plus en plus important avec la transition écologique qui ne se fait pas naturellement par le secteur, par les incitations de court terme des acteurs financiers qui évidemment combinent les deux. Juste une question, alors sur la fiscalité, est-ce que vous pensez que si justement, je ne sais pas, si on met une taxe Zuckman, si on alourdit la fiscalité sur certains agents, on ne va pas les nommer, est-ce que vous pensez que ça peut favoriser justement ce progrès et cette productivité à terme? C'est clair qu'on a un très très gros problème de progressivité de l'impôt au sommet, que ce soit les plus grandes entreprises. On l'a moins maintenant, enfin on l'avait moins grâce à l'accord de l'OCDE sur la fiscalité minimum des entreprises, mais l'accord entre le G7 et l'administration Trump met un doute sur cela. Mais donc avant cet accord-là, on avait un gros problème sur de recettes fiscales sur les plus grandes multinationales du monde, pas seulement en France, mais en partie en France. On a aussi un gros problème sur la progressivité de l'impôt au sommet absolu, donc les billionnaires, etc., où la taxe Zuckman est une manière de répondre à cette question, une manière qui est plus efficace si ça pouvait être fait de manière coordonnée. Mais ça n'a pas besoin d'être fait, ce serait bien si c'était coordonné au niveau du monde, mais il ne faut pas se dire, si on ne le fait pas coordonné au niveau du monde, on ne peut pas le faire. D'abord, ça pourrait être coordonné au niveau de l'Europe. Ok, oui, ce serait pas possible de faire ça uniquement au niveau européen, évidemment. Je pense que ce serait possible de faire ça au niveau européen, absolument. La plupart il n'y a pas beaucoup de millionnaires qui... Possible ou pas possible? Je pense que c'est parfaitement possible. Ah, d'accord, pardon, j'ai compris l'inverse. La plupart des milliardaires n'ont pas du tout envie de déménager aux États-Unis. Donc, les gens resteront ici, même s'ils sont imposés à 2% sur leur fortune chaque année. Donc, les expériences qui ont été menées d'introduction, désintroduction, etc., de fiscalité progressive pour les plus riches, en particulier dans les pays scandinaves, montrent qu'en fait, les gens déménagent très très peu. Ok, oui. D'accord, on verra si les entreprises déménagent ou pas. On posera la question à mes voisins dans un instant. Pierre-Olivier Gourin-Chas, vous, cette question, vous pensez comme Esther Duflo que c'est difficile d'avoir une véritable évaluation de la productivité et puis surtout, quelles conséquences elle a sur les économies? C'est la question essentielle à terme, parce que la croissance de la productivité, c'est ce qui conditionne l'amélioration du niveau de vie. Alors même si Esther a entièrement raison, il y a d'autres dimensions de la qualité de la vie qui ne sont pas nécessairement la mesure de la productivité des activités marchandes, mais néanmoins la corrélation est tellement forte et si bien établie sur des durées tellement importantes et sur tous les pays qu'on sait que la productivité, c'est la clé de beaucoup des problèmes auxquels on a à faire face. Alors le premier point que je voudrais faire, c'est que c'est très difficile de mesurer la productivité, comme Esther l'a dit, c'est très difficile de le mesurer aussi dans le court terme. Il y a plein de choses qui se passent, qui viennent un peu polluer la mesure de la productivité. Il y a des effets cycliques. On sort d'une période de choc considérable avec le Covid, avec la crise énergétique. Pendant le Covid, en Europe, on a gardé les travailleurs employés par les entreprises, même s'ils ne produisaient pas, puisqu'ils étaient à la maison, l'État leur payait leur salaire. Évidemment, la productivité s'effondre à ce moment-là, c'est purement mécanique, on ne produit pas, on a toujours les travailleurs. Aux États-Unis, les travailleurs ont été licenciés, on ne produisait pas, mais il n'y avait pas de travailleurs, donc du coup la productivité avait l'air d'être bien meilleure. Mais c'est purement cyclique, mais les chocs sont tellement gros que ça vient complètement distordre les mesures qu'on peut avoir. Donc il faut vraiment prendre du recul, c'est le premier point, il faut prendre du recul. Et là, lorsqu'on prend du recul, et c'est très bien illustré dans les différents rapports, que ce soit le rapport Draghi, le rapport Letta et d'autres, le verdict est absolument impitoyable, il est sans appel. Il y a un décrochage de la productivité en Europe par rapport aux États-Unis qui est persistant et qui est là, c'est pas depuis 2017, c'est pas depuis 2010, c'est le milieu des années 90, c'est à peu près le moment où on commence à pouvoir voir les choses un peu avec une certaine finesse dans les données, c'est là. Donc toute cette période de rattrapage que l'Europe a connue dans l'après-guerre, etc., la machine s'est enrayée dans les années 90 et on n'est jamais revenu à l'étiage.
chômage. Et même ce qu'on peut dire, c'est qu'on a l'impression que ça se dégrade. C'est pire maintenant que peut-être en 2010. Donc ça, c'est vraiment la question qui devrait vraiment attirer l'attention des décideurs, des hommes politiques en Europe. Ça devrait être qu'est-ce qu'on fait pour vraiment remettre la machine en route. Pardon Pierre-Olivier, pourquoi elle s'est enrayée en fait? Alors justement, donc quand on regarde, c'est quelque chose que on a regardé dans le détail, quand on compare les pays, on a fait des études au FMI sur l'évolution de la productivité. Alors le deuxième point, c'est qu'elle a ralenti un peu partout. Hein. C'est pas comme si c'était simplement les pays de l'Union européenne. La productivité s'est ralentie un peu partout, mais elle s'est ralentie beaucoup plus dans les pays de la zone euro. Première raison, c'est lié essentiellement à une mauvaise allocation des ressources. Ce qu'on voit très bien, c'est que pour faire de la productivité, il faut que les bons travailleurs soient aux bons endroits, il faut que le bon capital soit au bon endroit. Et cette allocation des ressources efficace, elle s'est dégradée dans un certain nombre de pays, mais surtout dans la zone euro. Ça n'a pas été le cas aux États-Unis. Alors ça peut être lié à tout un tas de frictions sur le marché du travail, de frictions sur le marché des biens, frictions sur le marché du capital, frictions entre les pays de la zone euro. Donc l'intégration, le marché unique n'a pas été réalisé vraiment. Donc les ressources ne vont pas là où elles devraient aller. C'est un facteur important de baisse de la croissance de la productivité. Deuxième point, lorsqu'on regarde, c'est effectivement le secteur de la technologie. Alors c'est pas simplement l'innovation, c'est pas simplement qu'on n'a pas eu en Europe les GAFA, on n'a pas eu Apple, on n'a pas eu Amazon, on n'a pas eu Google. C'est lorsqu'on voit à partir des années 90, c'est dans l'adoption des technologies de communication, d'information, l'adoption au niveau des entreprises, c'est-à-dire l'introduction de ces outils pour améliorer la productivité à l'intérieur de leur processus, c'est beaucoup plus faible que ce qu'on voit aux États-Unis. Donc ce n'est pas une question de quelle est l'entreprise qui va créer ces produits, c'est comment ensuite ça va se diffuser. Donc là, il y a eu un retard très très fort et il y a des travaux qui sont très intéressants qui ont été présentés très récemment, juste il y a quelques jours à la conférence de Sintra de la Banque Centrale Européenne par Benjamin Schoffer, qui est un économiste du travail, qui montre qu'on voit très bien que le taux d'adoption de ces technologies qui améliorent la productivité au sein des entreprises sont beaucoup plus faibles dans les pays qui ont des formes de rigidité, en particulier de marché du travail, de protection de l'emploi. Il y a des mécanismes de résistance à l'adoption de ces technologies qui sont très forts et qui sont plus forts dans les pays qui ont des systèmes qui sont beaucoup plus protecteurs. Donc ensuite, il y a effectivement le secteur du financement. C'est-à-dire, on voit très bien, le paradoxe de l'Europe, c'est qu'on a le capital humain, les chercheurs, on en a, ils sont très bons. On a le capital tout court. C'est une région qui a une épargne absolument énorme, à tel point que la zone euro, l'Union européenne, sont des régions qui ont un excédent d'épargne, qui exportent leur épargne. On a des comptes courants excédentaires. Donc on a le capital et on a le capital humain. On n'arrive pas à les combiner pour faire de l'innovation, faire de la productivité. C'est ça la gageure qui est devant nous, je pense, en Europe. Merci beaucoup. Pardon, je vous écoutais, c'est très intéressant, ces travaux de Benjamin Schoffer, oui, économiste. Hein. On va revenir là-dessus, mais on va continuer notre petit tour de table avec Jean-Pierre Clamadieu. C'est intéressant de voir la productivité, en fait, elle dépend largement de l'allocation, notamment du capital. Est-ce que vous êtes dans un métier, je veux dire, Engie, c'est issu d'une entreprise évidemment historique, mais c'est aussi un métier qui est relativement récent, en fait. La transition écologique, c'est un phénomène qui a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on peut dire. Vous avez besoin, pour ce progrès, vous avez besoin d'énormément de capitaux. Il vous faut des capitaux. Comment est-ce que vous faites cette allocation? Et comment faire pour cette productivité, vous la retrouviez? Effectivement, alors ce que je vais dire d'ailleurs va illustrer quelques points de ce qu'a évoqué mon voisin. Alors on est dans des métiers dans lesquels l'investissement nécessaire est massif. Un groupe comme Engie investit chaque année 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, hein, c'est des montants qui sont très conséquents dans les différents aspects de la transition énergétique, production d'énergie décarbonée, transport, mise à disposition de cette énergie et du public. Et donc pour nous, l'enjeu de l'efficacité de ces investissements est très important. On a développé dans le groupe le concept de Smart Electron. Ça veut simplement dire qu'on essaie de produire de l'électricité décarbonée là où on en a besoin et quand on en a besoin. On sait qu'un jour ensoleillé à midi, les systèmes de production vont être tellement efficaces qu'on n'a pas besoin de capacités supplémentaires. Et donc nous, on apporte des solutions au travers du stockage. Le progrès est massif dans nos métiers. En 10 ans, on a divisé par 10 le coût d'un panneau solaire. En 10 ans, on a divisé par 3
le coût d'une éolienne. Oui, mais pardon, parce qu'il est devenu chinois, hein, c'est pour ça que vous l'avez dit, oui. Oui, bien sûr, mais il faut qu'on arrive sur ce sujet, il faut qu'on arrive à trouver avec la Chine les termes d'un accord Europe-Chine qui nous permettent de bénéficier de l'accès à ces technologies. Et sur les batteries, en 18 mois, on a divisé le coût par 2. Donc effectivement, pour nous, efficacité de l'investissement essentiel, et là, les rigidités, les complexités réglementaires sont un élément qui rend ces investissements moins efficaces. À nouveau, rapport Draghi, rapport l'État, il faut qu'on arrive à progresser. Il y a quelques signaux positifs, hein. J'ai toujours tendance à voir les verres plutôt à moitié pleins qu'à moitié vides. L'Europe a fait quelques progrès ces derniers mois dans le sens de la simplification. Il faut qu'on aille aujourd'hui beaucoup plus loin. On a besoin de travail, au sens où on a besoin d'ingénieurs qualifiés, on a besoin de transformer notre force de travail pour qu'elle puisse suivre les nécessités de cette transition énergétique. Et puis si je peux faire un dernier commentaire sur la productivité pour exprimer une inquiétude qui fait écho à ce qui a été dit, c'est l'adoption de l'intelligence artificielle. Alors c'est un sujet qu'on suit de très près quand on est énergéticien, puisqu'entre ceux qui installent des data centers pour développer des applications d'intelligence artificielle et ceux qui produisent l'énergie pour ces data centers, il y a vraiment une relation qui est très très forte. Donc on est un très bon poste d'observation de la manière dont de l'intelligence artificielle se déploie à travers le monde. Et là, la photo est très inquiétante. Quand on regarde l'an dernier, 2024, 45% de l'énergie fournie au data center l'a été aux États-Unis, 25% en Chine, 15% en Europe. On est en retard. Quand on regarde devant, la photo est encore plus inquiétante. Les investissements envisagés aux États-Unis autour de l'intelligence artificielle, dans le traitement des données, dans la mise à disposition des outils, est à peu près 10 fois plus importante que ce que nous voyons en Europe. Et là, il y a vraiment le risque d'un retard dans l'adoption de ces technologies qui va impacter durablement notre productivité et dans les entreprises, puisque comme beaucoup de grands acteurs industriels, nous nous mobilisons pour mettre en œuvre des applications d'intelligence artificielle dans notre organisation. On voit exactement ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire des formes de rigidité, une difficulté à créer les conditions d'un dialogue avec nos parties prenantes qui permettent d'accélérer la mise en œuvre de ces technologies. Et je pense qu'il y a un vrai risque dans les grandes organisations multinationales où les décideurs font des choix d'allocation de moyens et de ressources entre régions du monde. Il y a un vrai risque que si l'Europe n'arrive pas à fluidifier, à rendre plus efficace la mise en œuvre de ces outils, les choix seront faits de privilégier d'autres régions pour leurs applications. Donc c'est vraiment un point d'attention pour nous. Il faut que nous soyons capables de nous adapter à des transformations de notre système industriel qui sont majeures. Oui, je trouve que c'est un point très très important qu'a soulevé Pierre-Olivier Gorincha, c'est que vous relayez. Ça veut donc dire que s'il y a des rigidités dans le marché du travail, ce qui est le cas en France, on le sait notamment, et voire en Europe, eh bien, ça bloque quelque part le déploiement de l'intelligence artificielle. Je vois Florent Ménégo qui acquiesce. Donc ça, c'est un point que je dois reconnaître que je n'avais pas forcément compris. Non, et je pense qu'on aimerait, dans nos discussions avec les partenaires sociaux, dans l'entreprise et hors de l'entreprise, c'est un sujet dont ils devraient se saisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on discute avec des leaders syndicaux, quelles que soient d'ailleurs les organisations, on a beaucoup de mal à les engager sur ce sujet. Il y a une espèce de crainte d'entrer dans ce débat qui ne permet pas de le poser d'une manière pragmatique. Et je ne suis pas ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va détruire massivement de l'emploi, mais elle va le transformer. Et il faut qu'on soit capable de mener à bien de manière efficace ces transformations. Vous êtes d'accord, Florent Ménégo ? Oui. Dans votre industrie, industrie lourde quand même. Oui, bien sûr. En fait, il y a plusieurs notions dans ce qui vient d'être dit sur lesquelles je suis tout à fait d'accord. Je vais revenir peut-être sur quelques notions fondamentales, en tout cas qui sont des grandes convictions de chez Michelin. La première, c'est que au fond, le capital humain, c'est l'atout majeur de la santé d'une entreprise, de la vitalité de l'entreprise ou d'une société d'ailleurs. Et donc l'entretien de ce capital humain, c'est un vecteur essentiel. Donc pour l'entretenir, il faut le former, l'aider à affronter la réalité et la complexité. Et ça, c'est pas évident. Et donc toute forme de rigidité, être arc-bouté sur l'emploi en faisant peur aux individus en disant il faut garder exactement les choses comme elles sont, en fait ça c'est totalement contre-productif.
L'autre élément, c'est qu'il faut aussi payer correctement les personnes. Et il y a une forme de misère sociale qui est en train de s'installer dans le monde à l'aune de la productivité, où on fait de la productivité en réduisant le coût de la rémunération du travail. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour la cohésion sociale. Et la cohésion sociale, c'est le deuxième conviction profonde que nous avons, c'est l'enjeu majeur de nos sociétés aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain. La troisième conviction, c'est que la technologie, elle est parfaitement compatible avec la cohésion sociale, le développement harmonieux des individus, mais simplement, il faut repenser le modèle. Et la troisième conviction, c'est que la productivité, elle va être notamment essentielle en Europe. Il ne faut pas oublier que l'Europe a été portée dans sa croissance économique par un facteur de croissance démographique. Devant nous, arrive dans très peu de temps une décroissance démographique importante. On va perdre 2 millions de travailleurs par an dans très peu de temps. Et ça va devenir, la productivité va devenir le facteur essentiel de la croissance économique. Et donc il ne faut pas avoir peur. Et quelquefois, je sais que vous allez me poser la question, donc je vais y répondre d'entrée, en disant, chez Michelin, on a installé notamment le salaire décent. Donc tous les salariés ont un salaire minimum partout dans le monde, parce qu'il faut que le travail rémunère de façon minimum, de façon à ce que la personne puisse se projeter, se développer. Et quand vous maintenez des travailleurs, des salariés dans une situation de précarité, par l'emploi, en réalité, vous détruisez la capacité d'innover, la capacité de faire des gains de productivité, etc. La productivité peut se traduire par des fermetures d'usines. Et là, le sujet, c'est pas faut-il ou non fermer des usines? La question, c'est dans quelle manière il faut le faire. Il faut accompagner les salariés et il faut donner confiance aux salariés sur leur capacité à retrouver de l'emploi. Dans les dernières restructurations que nous venons de faire, je dirais aujourd'hui, à peu près 80% des salariés ont déjà retrouvé de l'emploi parce qu'ils étaient super formés, ils sont super engagés et les entreprises ont super envie de les recruter. Mais c'est parfois difficile à comprendre, vous êtes d'accord? Ça paraît difficile, mais en tout cas chez Michelin, le taux d'engagement continue de progresser et c'est le facteur essentiel de la performance du groupe. Esther Duflo, sur la question du salaire décent, par exemple, qu'a mis en place François Michelin. Lapsus, il fait très chaud, excusez-moi. Florent Ménégo, c'est les mêmes initiales. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi c'est sorti tout seul, pardonnez-moi. Florent Ménégo, est-ce que c'est le fait de Michelin évidemment, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît absolument nécessaire à mettre en place, justement, dans cette notion de progrès et de répartition, de ventilation entre capital, parfois avec des rémunérations excessives, du moins aux yeux de certains, et le travail? Oui, je voudrais rebondir exactement sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire en quelque sorte la conversation qu'on avait avant était un petit peu, juste avant qu'il prenne la parole, était un petit peu surréelle, dans le sens, c'est une conversation qu'on aurait pu avoir dans les années 90 ou dans les années 2000, peut-être dans la période Obama aux États-Unis, où on a l'impression qu'effectivement la productivité augmentait, tout allait bien, les affaires étaient formidables, aux États-Unis la productivité, l'innovation, la productivité, tout allait dans le bon sens. Mais aujourd'hui, d'avoir cette conversation, aujourd'hui, alors que les États-Unis en tant que société sont en train de se déliter sous nos yeux, on voit bien que on ne peut pas juste dire « Ah, c'est quand même dommage que les data centers soient installés aux États-Unis et pas en Europe ». On voit bien qu'il y a une logique qui est, disons, économique et politique qui se déroule aux États-Unis, qui est en train de les amener à grande vitesse dans un mur dans lequel ils sont peut-être déjà rentrés avec le passage de la Big Beautiful Bill hier. On est dans un passage où justement les incitations à extrêmement court terme des entreprises dominent. La fiscalité est telle que tout l'avantage est d'investir dans les machines pour remplacer les individus, parce que les machines coûtent moins cher, sont avantagées fiscalement, les machines ou la technologie coûtent moins cher, sont avantagées fiscalement, ne demandent pas de congés payés ou de salaire minimum,
mais où finalement ça finit par ne absolument pas fonctionner. Et ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, ce n'est pas un accident, c'est le résultat du fait qu'il y a ce délitement de la cohésion sociale qui est dû au fait que les salaires aux États-Unis, le salaire médian stagne depuis des décennies. C'est le résultat d'un vote. Non, c'est le résultat d'un vote, mais ce vote lui-même vient de processus très anciens, peut-être encore plus anciens que le décrochage de la productivité en Europe. Alors quand on dit aujourd'hui les Français sont frileux, les syndicats ne veulent pas avoir quoi que ce soit à voir avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas tellement surprenant. De fait, il y a une inquiétude, il y a une possibilité absolument réelle, ce n'est pas une nécessité, mais c'est une possibilité que l'intelligence artificielle remplace le travail. Et si elle remplace le travail, soit ça mène à moins de personnes employées, soit ça mène à des salaires plus faibles. Dans le passé, ça s'est produit. On se moquait des Luddites qui ne voulaient pas se faire remplacer par des machines. Et aujourd'hui, c'est un peu d'être un luddite, c'est une espèce d'injure. Oh, vous êtes un luddite, vous ne comprenez rien au progrès. La réalité, c'est que les salaires en Angleterre des employés qualifiés n'ont pas récupéré pendant plus de 100 ans. Ça a pris 100 ans au salaire de revenir à leur niveau pré-adoption de la technologie. 100 ans, c'est long. C'est plus que la vie d'une seule personne. Donc on peut dire oui, dans le futur tout ira bien, c'est possible. Mais du point de vue des personnes dont il s'agit de leurs emplois aujourd'hui, c'est pas évident que ce soit acceptable comme trade-off. Alors ça ne veut pas dire que ça doit être le cas. Ouais. L'intelligence artificielle peut tout à fait être complément du travail. Ou elle peut tout à fait être en remplacement du travail. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend des décisions dans la direction qu'on décide d'employer, avec laquelle on décide d'utiliser l'intelligence artificielle. Et mon collègue Daron Acemoglu l'a bien dit, le danger pour les entreprises, en particulier pour des entreprises qui ont une fiscalité qui va dans la direction du capital versus le travail, c'est de dire on va remplacer de plus en plus de travail, donc on va adopter des technologies d'intelligence artificielle qui n'augmentent pas vraiment la productivité totale, mais qui nous permettent de substituer les gens par des machines. Oui, alors c'est tellement intéressant que tout le monde veut réagir. Pierre-Olivier, Jean-Pierre Lamadieu, Florent Ménégo et puis Patrick Artus. Juste rapidement sur l'intelligence artificielle, puisque c'est effectivement une opportunité considérable et aussi un risque important sur la stabilité, sur le fonctionnement de nos sociétés, de nos marchés du travail. On a regardé l'impact que l'intelligence artificielle pourrait avoir justement sur le marché du travail dans un grand nombre de pays. Et on a regardé ça en posant exactement la question dans les termes que Esther a mentionnés, c'est-à-dire dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut se substituer au travail ou compléter, être en supplément du travail. Et alors là, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas au niveau des travailleurs eux-mêmes qu'il faut faire l'analyse, c'est au niveau des tâches. Il faut vraiment les regarder, le type de tâches, et est-ce que ces tâches sont susceptibles d'être remplacées par un algorithme, ou est-ce qu'elles sont susceptibles d'être augmentées par l'algorithme. Et ce n'est pas simplement une décision technologique, c'est aussi une décision qui reflète des choix de société. Par exemple, on peut tout à fait imaginer qu'un algorithme serait capable d'absorber le corpus des lois d'un pays et de rendre la justice. C'est tout à fait, si on veut avoir une justice qui est assez mécanique, ce serait tout à fait possible. Évidemment, on ne veut pas ça, on veut avoir une justice humaine. Donc il est impensable d'imaginer qu'on pourrait remplacer des juges par des algorithmes. Donc pour le juge, ça va l'aider, ça va le compléter. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des normes en place. Par contre, pour quelqu'un qui va faire un travail qui va être peut-être un travail de recherche légale, bon là, ça pourrait le remplacer. Et donc lorsqu'on regarde ça, ce qu'on voit, c'est que c'est à peu près 50-50, c'est-à-dire que dans les économies avancées, il y a 60% des travailleurs, par le type de tâches qu'ils font, qui sont exposés déjà
à l'intelligence artificielle, et une moitié de ces 60%, ça va avoir un effet de substitution, et pour l'autre moitié, un effet de complément. Donc il y a des vrais risques qui sont là, il y a des vraies opportunités aussi. Le deuxième point, c'est que ça, c'est une analyse, c'est un Polaroid, c'est une photo instantanée à l'instant T. Or, ce qu'on sait aussi lorsqu'il y a des évolutions technologiques telles que l'intelligence artificielle, on l'a vu avec l'introduction des technologies de communication, d'informatique, etc., puis même d'autres avant, c'est que les emplois du futur, ils n'existent pas encore. Ils vont émerger justement en réponse à la frontière technologique qui va être mise en place. 50% des emplois qui existent aujourd'hui n'existaient pas il y a 50 ans. Pourquoi ils n'existaient pas? Parce que la technologie n'était pas là pour qu'ils existent. Donc il faut aussi avoir une vision très dynamique sur l'impact de l'innovation et de ces technologies-là, sur la manière dont le travail va se transformer. Et la question, ça va être justement d'accompagner les employés, les travailleurs, pour qu'ils puissent bénéficier de ces technologies dans la mesure du possible, ou profiter de ces nouvelles compétences et de ces nouvelles fonctions qui vont émerger, et qu'ils puissent trouver un emploi dans ce domaine-là. Donc c'est une image il faut avoir une image assez dynamique, il ne faut pas avoir une image purement statique de l'impact de la technologie. Alors, Florent Ménégo, Jean-Pierre Clamadieu, Patrick Artus. Rapidement, j'abonde complètement dans le sens de ce qui vient d'être dit en disant que chez Michelin, je dis à tout le monde que l'intelligence artificielle, c'est comme un marteau. Ça peut être le meilleur, c'est un outil qui a permis de faire énormément de choses, ou ça peut devenir une arme extrêmement destructrice. Ça dépend de la manière dont l'humain va interagir avec la technologie. Sauf que là, la technologie est très puissante, donc il faut faire attention, c'est un marteau très puissant. Mais c'est juste une question de comment on aborde cette technologie et qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc on est complètement dans cette vision de dire, non mais nous, on envisage l'utilisation massive de cette technologie, pas pour se substituer au travail, mais pour permettre au travail d'être beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant, plus développé, et permettre à plus de personnes d'accéder à ça. Il y a un certain nombre de conditions dont on parle peu, mais il faut former mieux. Et il faut aider notamment en face, plus on adopte de l'intelligence artificielle, plus il faut former les personnes sur des notions de base. Former le jugement, éviter de dire que cette technologie apporte la vérité. La vérité, elle est celle du programmeur. Ça peut être un objet de manipulation de masse. Donc derrière, l'enjeu en face de l'adoption des technologies, il ne faut pas refuser les technologies en disant elles sont dangereuses, il faut les adopter massivement, mais en même temps développer en parallèle tout des mécanismes d'accompagnement et de transformation du système humain qui est à côté. Et chez Michelin, on a créé une manufacture des talents pour faire ça. C'est-à-dire qu'on dépense 2 fois plus de formation par an que n'importe quelle entreprise équivalente, parce qu'on a compris ça. Et aujourd'hui, on dit à tous nos systèmes, les personnes qui s'occupent de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs centaines de personnes qui s'occupent de l'intelligence artificielle chez Michelin, l'intelligence artificielle irrigue tous les métiers, mais c'est apaisé socialement, parce que derrière, on n'a aucun objectif de substituer le travail par ça, mais d'augmenter le travail avec cette technologie. Et donc, on forme massivement, et vis-à-vis de la société, on a ce même effort à faire. Il faut reformer les personnes dès le plus jeune âge, pour qu'ils aient un rapport à l'outil, en ayant une réflexion personnelle par rapport à ça. Développer son jugement. On a aussi développé un code éthique, par exemple, disant que quand un individu prendra une décision, eh bien, même s'il s'avère que par rapport à une machine qui prendrait une décision, eh bien, c'est l'individu qui prime. Et même s'il se trompe, on dira à l'individu, vous avez bien fait d'exercer votre jugement. Il s'est trouvé qu'après coup, ça n'a pas fonctionné. On regarde pourquoi, finalement, vous n'avez pas utilisé la machine pour essayer de former votre décision. Mais c'est toujours l'être humain qui va décider. L'humain qui doit rester au centre. Jean-Pierre Clamadieu. Oh, je vais vraiment faire écho à ce qui vient d'être dit par Florent. Mais pour répondre à Esther, je ne suis pas fasciné par ce qui se passe aux États-Unis, loin de là. Maintenant, il faut reconnaître que sur le digital et le développement de l'intelligence artificielle, énormément de ressources sont employées dans cette partie du monde. Et il ne faut pas que l'Europe reste à côté. Et c'est pour ça que je lançais que je faisais ce commentaire. Sur l'application de l'intelligence artificielle en entreprise, on a vraiment une approche chez Engie qui est très proche de ce que Florent vient d'indiquer. Pour nous, l'intelligence artificielle, c'est pas remplacer des emplois, c'est permettre à nos équipes de mieux travailler, permettre aux équipes qui sont sur nos plateformes de relations aux clients d'apporter immédiatement des réponses aux clients, permettre aux techniciens qui font des interventions dans des installations de production, de consommation d'énergie, d'avoir immédiatement les informations qui leur permettent de travailler mieux et plus efficacement.
Et les enjeux, ils sont effectivement très largement autour de la formation, formation initiale d'ailleurs, hein, ce qui est un sujet dans notre pays, comme probablement dans beaucoup, capacité à aider nos collaborateurs à évoluer. Et là, nous mettons, nous aussi, des moyens importants. Et au fond de moi, je suis vraiment persuadé que l'enjeu est évidemment pas de réduire le nombre d'emplois. L'enjeu est de faire en sorte qu'on travaille mieux et plus efficacement. Et c'est pour ça qu'il faut être capable d'ouvrir le dialogue. Et oui, on a quelquefois en face de nous des gens qui s'arc-boutent en disant « nous voulons que rien ne bouge ». Il faut qu'on arrive à discuter sereinement, il faut qu'on arrive à mettre parce que sur la souvent table l'étape avant, ça commence d'abord quand même par des suppressions de postes. Et puis après, il y en a d'autres qui sont recréés. Mais vous voyez, il faut aussi... Ça commence par des transformations, Edwige. Oui, c'est pas des suppressions massives de postes, c'est vraiment des transformations. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui à faire passer. Oui, Dans nos industries, on a beaucoup de mal à recruter. Hein. Oui, c'est incroyable. On a beaucoup de difficultés parce qu'on ne retrouve pas les travailleurs qualifiés. Hein. Ouais. Patrick Artus, comme l'heure tourne, je suis obligé d'accélérer un petit peu. Patrick, vous vouliez rebondir? Oui, deux points. Moi, je crois que, je suis d'accord avec Esther, que le vrai danger, en fait, c'est la concentration des entreprises. Parce que, et d'ailleurs induite la concentration de la richesse. Parce que le mouvement naturel des Pourquoi? Il y aura un tout petit nombre d'entreprises. Regarde, aux États-Unis, il y a 4 ou 5 entreprises qui font 90% des budgets de l'intelligence artificielle. Ah oui, c'est dans le cadre du budget. Les investissements d'intelligence artificielle, c'est 60% des investissements mondiaux aux États-Unis. Mais c'est fait par 5 entreprises. D'abord, on peut penser qu'elles surinvestissent parce qu'elles sont en concurrence l'une contre l'autre. Mais le résultat, ça va être que ces entreprises vont développer des positions de monopole croissantes. Et on sait, d'après les travaux par Thomas Philippot, etc., que plus il y a d'entreprises monopolistes dans un pays, plus la croissance ralentit, plus la productivité ralentit, parce que les investissements de ces entreprises deviennent beaucoup des investissements défensifs, c'est-à-dire des investissements qui empêchent que des gens viennent contester leur marché. Et puis, deuxièmement, cette concentration des entreprises, c'est une concentration de la richesse accrue. Et aussi, on sait que la concentration de la richesse, c'est pas bien, parce que si toute la richesse du monde appartient à une personne, c'est seulement les idées de cette personne qui seront mises en application. Et donc, on aurait un intérêt à distribuer beaucoup plus de la richesse à plus de gens pour qu'ils puissent innover et créer leurs entreprises. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, je crois que le mouvement naturel... Enfin, il faut combattre le mouvement naturel que va faire apparaître l'intelligence artificielle, qui est cette concentration à la fois du pouvoir des entreprises et de la richesse. Alors, deuxième point, il y a des pays européens qui ont réussi à gérer ça. Par exemple, le Danemark, on parle beaucoup de la flexsécurité au Danemark, mais c'est extrêmement efficace. Au Danemark, il n'y a aucune protection de l'emploi, très peu de protection de l'emploi. Les entreprises licencient très très facilement, mais il y a une très forte protection de la personne. Et donc, dès que vous perdez votre emploi, avec un peu de contrainte d'ailleurs, vous êtes pris dans un système de formation professionnelle qui vous ramène en moins de 4 mois à l'emploi. Alors que le délai, quand une personne en France perd son emploi, elle reste plus d'un an au chômage. Et ce système de formation professionnelle amène que d'abord beaucoup de Danois démissionnent parce qu'ils cherchent une meilleure entreprise. Et donc on a de la création destructrice. On fait tourner le marché du travail d'emplois moins productifs vers des emplois plus productifs. Juste comme il nous reste 5 minutes, c'est pour ça que pardonnez-moi, j'accélère un tout petit peu. Un petit mot de conclusion, peut-être pour chacun. Esther Duflo, commencez par vous, après Patrick Artus. Juste dans votre démonstration un peu saisissante, je veux dire, comment vous conciliez ça avec la démocratie tout court? Je disais, c'est issu d'un vote, mais comment vous conciliez, comment vous réconciliez plutôt les deux? On a bien vu les conséquences de la concentration des richesses dans un tout petit nombre d'individus aux États-Unis. Tout petit nombre d'individus avec des idées quand même un peu étranges, comme Elon Musk, qui a pu s'acheter cette élection. Il n'y a pas que ça, évidemment, enfin, qui a quand même joué un rôle considérable dans l'élection de Donald Trump, et ensuite a mis ses idées en œuvre, au moins pour une partie du temps, correspondant des idées clairement qui sont spéciales. Donc, un mot de conclusion, puisqu'il nous reste 2 minutes. Vous voyez, je dis 5. Donc on voit bien qu'on ne peut pas, c'est juste pour renforcer le point qui a été fait, qu'on ne peut pas laisser
le flux naturel de la concentration de la richesse et de la concentration du pouvoir dans un nombre extrêmement petit d'individus. Dont il faut une répartition. Ouais. Qui sont les chefs des GAFAM aujourd'hui. Ouais. Quand on voit là, en quelque sorte, on ne peut que s'inquiéter justement de ce surinvestissement dans la technologie par un très petit nombre d'individus, dont l'idée, qui ne partage pas du tout vos idées, que l'humain est au centre. L'humain est au centre. Oui. J'étais à une conférence d'Amazon, de personnes qui travaillent, d'ingénieurs d'Amazon. Eux-mêmes, ils sont inquiets parce que ce qu'ils font dans leur travail, c'est qu'ils inventent, ils fabriquent des bots d'intelligence artificielle pour acheter des choses sur Amazon. Donc finalement, les bots achètent les choses sur Amazon qui sont vendues par d'autres bots. Et ils voient eux-mêmes l'ensemble d'Amazon partir dans une espèce de stratosphère où l'humain n'est même plus là en tant que consommateur. Oui, je suis désolée, on pourrait vous écouter longtemps, mais là vous voyez, j'ai un gros stop devant moi. Et un petit mot, Pierre-Olivier, Jean-Pierre et Florent, très très rapide, parce qu'il y a écrit stop. Bon, très brièvement, juste pour revenir sur la question de ce qu'il faut faire en Europe, je pense que pour reprendre des choses qui ont été mentionnées par Patrick et par bien d'autres, intégration marché unique, absolument indispensable, intégration du marché de capitaux, absolument indispensable pour développer le capital risque, pour développer le financement de l'innovation des startups, budget recherche-innovation, absolument indispensable aussi. Jean-Pierre Clamadieu. Bon, moi je dirais simplement en complément, hein, je pense que notre rôle de dirigeant d'entreprise, c'est d'être capable de mener à bien ces transformations tout en préservant la cohésion sociale dans nos entreprises, mais aussi dans les pays dans lesquels on opère. Florent Ménégo. Voilà. Et non, en fait, pour abonder dans ce sens-là, en fait, la cohésion sociale, c'est un enjeu majeur de société pour les années qui arrivent. Et pour ça, il faut avoir confiance en soi. Et en fait, il faut travailler beaucoup pour aider les personnes, et notamment nos salariés, à avoir confiance en eux. Et en fait, c'est ça qui va bâtir le futur dont on a besoin. Merci à tous, ayez confiance en vous. Hein, donc, merci.